Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est une brève histoire des forces productives. Et cette première intervention, je vais la faire suivre d'une seconde qui est un commentaire une analyse d'un fragment sur les machines de Karl Marx. Je vais vous le présenter après. La brève histoire des forces productives, ça va être donc le quatrième conférence du cycle sur le capitalisme. C'est la première fois aujourd'hui que je rentre dans des sujets un petit peu particuliers. Jusqu'à présent, les 3 premières conférences, c'était une approche générale. Et là, je rentre dans un sujet plus spécial qui est les forces productives. Dans mon esprit, c'est pour préparer les conférences qui vont suivre, les suivantes, les 3, 4, 5 suivantes, qui vont porter sur l'intelligence artificielle en particulier. Donc une brève histoire des forces productives tout d'abord. C'est une question, les forces productives, qui est souvent négligée. Vous avez beaucoup d'auteurs qui font des histoires sur les idées, sur les idées politiques, etc. etc. Et une histoire des forces productives, c'est moins fréquent. Donc, moi, je pense qu'au contraire, c'est important de partir des forces productives, de regarder comment ça se passe et comment ça s'est passé. Je ne vais pas faire une histoire trop longue, je vais partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, de la libération, et je vais mettre l'accent, dans l'optique qui est la mienne pour la suite, sur la cyber-révolution, sur les techniques de l'automatisation et de l'automation. Je vais m'appuyer pour cela sur un livre important qui a été publié par Yvan Lavallée en 2022 aux éditions Le Temps des Cerises et qui s'appelle Cyber-révolution et révolution sociale. Voilà. Alors une première remarque qui est la suivante, c'est que la révolution industrielle, ça c'est quelque chose que vous connaissez parce qu'on en parle à l'école, au collège et au lycée. La révolution industrielle, elle a mis 150 ans pour s'imposer, pour formater l'ensemble de la société, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 150 ans. C'est-à-dire que je la fais commencer en 1800, c'est pas tout à fait ça, mais je la fais commencer en 1800, et ce n'est qu'en 1950, c'est plutôt comme ça, ce n'est qu'en 1950 que la société française ou les sociétés européennes se retrouvent complètement imprégnées de cette révolution industrielle. RST, révolution scientifique et technique. Par contre, la révolution scientifique et technique, il va falloir que 50 ans. Elle a commencé dans les années 40-50, un petit peu avant la Deuxième Guerre, accélérée par la guerre, par la Deuxième Guerre, et puis après la libération, ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Eh bien, la révolution, la cyber-révolution, la révolution numérique, les termes varient. Il va lui falloir que 50 ans. Nous sommes aujourd'hui à 75 ans de la libération et ça fait 20, 25 ans, 30 ans que la société est complètement formatée par les nouvelles technologies. La dernière grande nouveauté, c'est le téléphone portable. Alors je devrais dire que c'est l'intelligence artificielle. C'est vrai,
à vrai dire, c'est l'intelligence artificielle. Mais bon, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Elle est en train d'apparaître. La, la révolution scientifique et technique, donc années 40-50, et puis ensuite tout le développement que nous avons connu. Je vais essayer de prononcer devant vous des termes que vous avez peut-être connus, que vous avez peut-être croisés. La révolution scientifique et technique, elle a débouché assez rapidement, après la guerre, sur ce qu'on a appelé la recherche opérationnelle. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'est la recherche opérationnelle. C'est une technologie ou une démarche, une technologie qui consiste à rechercher la meilleure façon, des méthodes, des techniques si vous voulez, rationnelles, qui consiste à rechercher la meilleure façon d'opérer dans certains domaines industriels ou organisationnels afin d'aboutir aux meilleurs résultats possibles. La recherche opérationnelle, c'est là qu'on voit apparaître l'organisation des actions humaines, des actions industrielles, des aspects organisationnels, qu'on voit apparaître des techniques et des méthodes qui découpent ça en petits morceaux et qui font des schémas. Vous avez peut-être croisé ce genre de choses un jour, des sociétés ou des entreprises, même il y a 40 ans, pardon. Il y avait juste une émission hier sur l'organisation des grands centres de distribution d'Amazon.com. Et c'est tout à fait là-dedans, dans ce sujet-là. Voilà. C'est un peu comment ils s'organisent. Voilà. Et pour les années à venir aussi. Voilà. Un centre en Nice, un autre en Italie. Voilà. C'est très intéressant. Donc la recherche opérationnelle, pourquoi ce mot de recherche opérationnelle? C'est parce que c'est pendant la guerre que ça a été créé. Et pendant la guerre, le terme qui est venu à ceux qui ont fait ça, puisque eux, c'était pour organiser des opérations militaires, donc ils ont trouvé le terme de recherche opérationnelle en vue d'organiser des opérations militaires. Et puis après la guerre, le terme de recherche opérationnelle est resté. Après la guerre, ce n'est pas encore avec l'automatisation, avec l'automation, il n'y a pas encore les ordinateurs, je vais y venir, donc ça reste une technique un peu papier-crayon, hein, un peu papier-crayon, mais c'est une démarche qui va faire date, qui existe encore dans les entreprises. Juste sur les ordinateurs. Moi, à l'armée, j'étais en transmission, régulation chiffre. Et on avait un ordinateur, c'était un 69. C'est un gros truc pour coder les messages. Oui. Un truc immense. Chaque semaine, j'étais au quartier général de Gap, donc il y avait comme un facteur qui venait amener les codes. Mais en réalité, c'était les bandes de Telex, les bandes perforées. Donc nous, on tapait, on perforait les textes, on mettait la machine, et après on a envoyé ça dans les différents services de l'armée, codé, donc personne ne pouvait intervenir. Ça, c'était le premier ordinateur que j'ai vu. Après, en 60, c'est pour revenir sur l'historique des ordinateurs, en 74, quand j'étais en usine, on a visité l'aérospatiale, on faisait des satellites, et le montage électronique des têtes nucléaires à Cannes. Là, il y avait un copain ingénieur qui nous a montré. Là, il y avait des ordinateurs Oui. sur des mètres avec des bandes magnétiques. Oui. Oui. Et après, on a vu l'évolution. Oui, après, il y a 2 temps. Alors justement, j'y viens là-dessus sur
les problèmes qui existent à cette époque-là. À cette époque-là, la technologie, elle est fondée sur le signal analogique. Terme particulier. Et le premier tournant de la technologie, ça va être le passage au signal numérique. Alors, le signal analogique et le signal numérique. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Le signal analogique, sa particularité, c'est qu'il peut prendre presque un nombre infini de valeurs. Par exemple, la puissance d'éclairage que l'on va donner à une lampe, elle peut aller de 0 à 100. Bien. Donc vous avez dans le signal analogique 100 valeurs à gérer, si ça va de 0 à 100. Le signal numérique, c'est complètement différent, c'est 0 ou 1. Ou bien le courant passe, ou bien il ne passe pas. S'il passe, c'est 1. S'il ne passe pas, c'est 0. Ça, c'est le signal numérique. Donc vous n'avez plus une ribambelle de valeurs à gérer, vous avez 2 valeurs à gérer. Par contre, si vous voulez vous occuper de choses complexes, de réalités, de systèmes complexes, alors là, il faudra accepter de multiplier les transistors, de multiplier la machinerie pour arriver à gérer ces systèmes complexes. Mais ce passage du signal analogique au signal numérique, il va constituer un progrès majeur parce qu'il va permettre de mettre au point des systèmes techniques beaucoup plus fiables que ceux qui sont en technologie analogique. Moi, j'ai connu les ordinateurs avec encore des ampoules, hein, quelques vieux ordinateurs à la chambre de commerce de Calais où j'étais. Hein, alors, avec les bandes magnétiques, voilà, eh bien, les ampoules, ça pétait assez souvent. Et donc, il y avait un manque de fiabilité. Quand on est passé au signal numérique, on a totalement résolu ce problème. Alors, les ordinateurs de l'époque, ceux que j'ai connus, en 1971, 72, 73, une pièce entière de 15 mètres par 15 mètres. Une pièce entière pleine de machines avec des blocs dédiés à l'ordinateur lui-même, des blocs pour imprimer, des systèmes de ventilation, de climatisation, on va dire, ou de refroidissement, des salles nickel, hein, surtout pas de poussière, etc. etc. C'était en fait des cathédrales, hein, des petites cathédrales. C'était ça les ordinateurs de l'époque. Et les organismes ou les organisations qui avaient ces machines-là, qu'est-ce qu'elles étaient fières. Qu'est-ce qu'elles étaient fières. Et elles faisaient visiter, on regardait de loin, on ne s'approchait pas trop, on regardait de loin. Ça, c'était les tout premiers ordinateurs. Et pour les utiliser, eh bien, c'était pas de la tarte, parce que le système d'exploitation, il était particulièrement complexe. Il fallait des programmeurs, des encodeurs, etc. Le premier basculement, il s'était produit en 1958.
Bull, entreprise Bull, Gamma 60, premier ordinateur en 1958. C'était français. Et Bull, B-U-2-L. Alors, il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est parce que Bull est devenu ensuite Honeywell Bull. Et Honeywell Bull. Voilà. Mais, c'est bien possible. Ça, je ne le sais pas, mais c'est bien possible. Mais Bull, Honeywell Bull, c'est l'époque. On est à, disons, Pompidou, Giscard d'Estaing, etc. Surtout Pompidou, le 6e plan. Et la priorité du 6e plan, c'est de constituer des groupes dominants dans chaque grande filière importante, des groupes dominants au niveau européen, pas encore mondial, c'est pas encore ça. Donc 58, premier tournant, je vous rappelle ça pour le fun, hein. Le nom Bull, vous l'avez sûrement entendu, et peut-être pas la marque de l'ordinateur, Gamma 60. Bon. 65, deuxième tournant, cette fois-ci c'est IBM. IBM existe encore, et IBM lance l'ordinateur 360. Il va se décliner, cet ordinateur, dans une gamme 360-10 jusqu'à 360-80. Bon. Et au passage, c'est la première fois que un ordinateur se déclinait en une gamme. Jusqu'à présent, par exemple, le Gamma 60 de Bull, c'était le Gamma 60, un point c'est tout. Je donne quelques informations sur les caractéristiques des ordinateurs. Le Honeywell Bull de 1978, le microprocesseur faisait 8 bits. Si vous avez quelques notions des capacités de votre iPhone, vous voyez l'énorme différence, hein, puisque un ordinateur courant aujourd'hui, c'est 64 kilo-octets. Donc c'est 64 000 bits. Là, on est à 8. Un ordinateur, ça va encore plus loin. On peut avoir 256, 512 kilos, mégas, mais pas kilos, non, ni mégas, gigaoctets de mémoire. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc là, on était à 8 bits, 2 kilos de RAM. Donc maintenant, on peut avoir 1 téraoctet de RAM dans un ordinateur, c'est-à-dire 1 milliard de kilo-octets. Et là, on est à 2. Et voilà. Néanmoins, la firme, elle a vendu 90 000 exemplaires de cet ordinateur. Néanmoins. Voilà. Mais à cette période, IBM, ce qu'il y avait à l'aérospatiale, ne s'est pas lancé dans l'ordinateur personnel. Non. Et c'est là qu'il s'est trouvé en difficulté parce que c'est non, c'est... Alors, Macintosh, oui, est arrivé pas très loin après. Qui a lancé les ordinateurs. C'est Micral. Il a lancé, et là, il y a eu cette difficulté, parce que moi, je l'ai vécu, où on avait IBM
Donc c'était que ce qui restait pour les professionnels, c'était les grands groupes, etc. Mais ils n'avaient pas prévu, ils étaient contre même que ce soit Voilà. des ordinateurs portables. Alors, là, il y a eu un débat. Les responsables de cette toute première informatique, vous imaginez un peu les grosses machines dans des dans des grandes salles, etc., avec des manipulateurs qui étaient respectés, qui étaient sacrés. Les gens qui s'occupaient de ces ordinateurs, on les regardait avec un regard de travers, etc., etc. Ils étaient proches des patrons. Pourquoi? Parce que tous les travaux qu'il fallait faire, il fallait que les programmeurs se les fassent expliquer par les responsables. Moi, par exemple, je travaillais sur la structure des emplois dans l'arrondissement du Calaisis. Eh bien, j'ai dû expliquer aux programmeurs de la chambre de commerce ce que je voulais exactement. Mais quand vous prenez un système d'informatique pour la comptabilité, c'est une autre paire de manches parce que là, le programmeur, il est en contact avec le directeur de la comptabilité de l'entreprise. Ou bien, si on parle de quelque chose d'encore plus important ou stratégique, le programmeur, il va être carrément en contact avec le PDG ou le directeur administratif, etc. Il y a des informations sensibles. Donc, c'était des gens importants. C'était des gens importants. Et il y a eu une idéologie de l'informatique massive, de l'informatique concentrée. Quand sont arrivées les technologies permettant les ordinateurs personnels, Micral, 1973, le Micral, et en 1980, le Portal, lui, il est carrément portable. Alors, portable, c'était, disons, une valise genre cabine. Hein, une valise cabine. C'était ce format-là. C'était pas portable comme nous connaissons aujourd'hui. C'était une valise cabine qui devait peser je ne sais pas combien de kilos. Donc, mais c'était portable quand même. C'était un sacré progrès par rapport à un ordinateur qui pesait, je ne sais pas moi, 300 ou 400 kilos. Hein, voilà. Dans mon souvenir, tu dis 79, 80, 73 et 80, on voyait pas ça, c'était pas courant. Ah non, ah non. Il n'y avait pas un Non. collègue qui portait. Non. Non, mais on avait comme des petits meubles, c'est les tours. Comme les ordinateurs. Même en bureau, on avait des tours. En sachant qu'il y avait un problème pour mémoriser, ça se faisait avec des disquettes. Des disquettes. Bien sûr. Après, il est venu les CD, mais c'était limité dans la quantité d'enregistrement. Les disquettes avec les premiers ordinateurs, donc la année 1970, elles avaient des capacités très très limitées. Très très limitées. Avant, il y avait les bandes magnétiques. Et avant, il y avait les bandes magnétiques. Voilà. Alors, on a ce débat, informatique concentrée ou informatique dispersée. Dans l'éducation nationale, les responsables des rectorats étaient furieusement pour l'informatique concentrée, au rectorat, bien sûr. Hein. Et nous, dans les inspections académiques, nous réclamions des ordinateurs qui commençaient à exister, mais on les a attendus facilement 10 ans. Facilement 10 ans, avant qu'ils n'arrivent dans les inspections académiques. Et les inspecteurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs de terrain
hein, qui vont dans les écoles, etc., les chefs d'établissement, enfin, ou les personnels de direction, les personnels administratifs dans les établissements, les personnels dans les inspections académiques, ils ont attendu aussi une dizaine d'années avant que les ordinateurs portables arrivent à leur niveau. Hein. C'est une question d'argent. Pardon? C'est une question d'argent. Pas du tout, c'était une question de choix organisationnel. Les rectorats ne voulaient pas se départir de l'équipement qu'ils avaient et ils nous expliquaient doctement que nous n'avions pas dans les inspections académiques les personnels capables de gérer des ordinateurs portables. Individuellement, il y avait déjà des tas de gens qui possédaient des outils et qui travaillaient et qui ont appris à s'en servir. Et puis après, on a utilisé dans des domaines dans des fonctions plus. Voilà. Les profs d'enseignement technique. Des profs d'enseignement technique dans les filières techniques. Ils font partie des gens qui ont aidé à faire changer les choses. Parce que les inspecteurs ont vu, en inspectant dans les établissements, que leurs profs, ils inspectaient des profs qui avaient un niveau d'équipement qui n'avait rien à voir avec le leur. Et ça les a choqués quand même. Et ils se sont retournés vers les services administratifs du rectorat en disant ça ne peut pas durer. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des aspects. Mais il y avait aussi un aspect, c'est arrivé à ma femme. Moi, c'est Mac. Il y avait un Nice de la rue du Ventre, je ne sais pas quoi. Les enseignants avaient 20% de remise sur les Mac. Ouais. Donc, la marque, elle a joué parce que le fait. Macintosh. C'est Macintosh. Le fait de fournir aux professeurs avec des prix très intéressants, très chers, mais là, peut-être 20%, il fallait prouver que l'on était enseignant. Bien sûr. Mais en réalité, c'était pour permettre la diffusion après, parce que comme ils faisaient les cours, il y a l'ordinateur. Dans l'éducation nationale. Et ça ouvert toutes les portes. Ça ne voulait pas dire que le rectorat était enthousiaste, mais ça a permis ces enseignants à développer, à faire de la publicité pour. Mais bien sûr. Alors, il y a eu aussi des machines avant Macintosh, il y a eu des machines plus modestes et qui n'étaient pas trop chères, que des personnes privées pouvaient s'acheter, mais qui n'étaient très peu performantes, bien entendu. Simplement, c'était des petites machines avec lesquelles on pouvait se familiariser avec l'informatique. Et c'était déjà pas mal. J'ai une anecdote, parce que il y avait le TO8 de Thomson d'éducation. Et là, on est déjà dans les années 80. Et là, ma femme a sollicité, parce que bureau de traduction, vous avez une grosse commande, mais pour l'éducation aux Indes, aujourd'hui, ils sont en pointe de tout, les Chinois, de l'informatique. Et il fallait traduire ça en 3 semaines, le manuel en français et en anglais. Ouais. Donc il y a une copine qui tapait, elle a traduit ça, et je vais vous donner le rapport de l'époque. Moi, je devais gagner 5 000 francs par mois, et là, en 3 semaines, elle a touché 45 000. Là, c'était. Parce que les bureaux de traduction ne pouvaient pas répondre aussi vite. Alors, ce qu'on peut aussi dire, une réflexion d'ensemble sur cette époque, les années, vous voyez, 60, 70, 80, tout le monde veut passer à autre chose. Tout le monde est pressé, avide d'utiliser tout ça, d'utiliser tous ces matériels qui arrivent, ces ordinateurs qui n'ont pas eu une durée de vie énorme, mais qui ont marqué quand même. Gamma 60, IBM 360, Mistral, Portal, tout ça, ça a été extrêmement médiatisé. C'était des machines qui apportaient, chacune d'entre elles apportait quelque chose d'extrêmement nouveau.
Et donc, il y a une envie, une très très forte envie dans l'industrie, le commerce, les administrations, d'essayer tout ça. Et en particulier, ce qu'on aimerait bien, c'est dépasser le stade qui est encore très répandu, c'est-à-dire celui de l'ouvrier à la chaîne. Les gens perçoivent intuitivement que cette nouvelle technologie qui est en train d'apparaître, elle peut nous faire passer ou nous faire dépasser cette phase de l'ouvrier à la chaîne. Donc il y a ce besoin. Mais il y a un problème, c'est que ça coûte encore relativement cher, bien sûr, et pour les entreprises, tout ça c'est fonction de leur taille, bien entendu. Une multinationale, c'est pas pareil, mais pour une entreprise nationale, une PME, etc., waouh, s'équiper en informatique, ça se réfléchit quand même. Ça peut représenter des sommes assez impressionnantes. Et là, l'informatique, on peut dire qu'elle va peser sur la rentabilité des entreprises. Parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui vont se sentir obligées de faire le pas, de s'équiper, mais quelquefois pour ces entreprises-là, le résultat en fin d'exercice, en fin d'année, il n'est pas au résultat. Je signale que des diplômes de l'éducation nationale ont été créés à cette époque-là. En 1962 a été créé un BTS, brevet de technicien supérieur, sur l'informatique, et en 1966 un DUT, diplôme universitaire de technologie. Alors, qui formait les gens? Des profs formés. Donc, oui, non, mais il faut quand même savoir. Mais bien sûr. Ben, à l'époque, que fait l'éducation nationale à l'époque? Elle envoie des profs, par exemple, au CNAM, dans des universités de pointe, l'université de technologie de Compiègne, qui est une université de pointe à l'époque, et qui est toujours, elle venait d'être créée d'ailleurs. Donc elle envoie ses profs à l'époque faire des formations de 1 an, 2 ans. Et elle les envoie aussi dans des entreprises qui sont évidemment, et lesquelles, c'est Bull, IBM, etc. C'est ça qu'elle fait. Aujourd'hui, on en est loin de tout ça, hein, bien sûr. Donc, elle envoie ses profs. Attention, les formations à l'informatique, à l'époque, elles ne sont pas si nombreuses que ça non plus. Voilà. Vous savez, moi, à l'époque, je commençais à travailler dans ce domaine-là. On pouvait avoir dans une académie une formation, et pas dans toutes les académies d'ailleurs, mais on pouvait en avoir une. Bon. Et on était fiers de l'avoir. Mais voilà. Il y avait peu de logiciels aussi. Parce que, il y a à apprendre l'informatique, mais il y a les logiciels. Il y avait peu de logiciels. Bon, les comptables, ils se sont mis, mais ça va être facile de travail. Mais avant, ils se faisaient les tableaux, ils n'avaient pas Excel. Vous savez, l'informatique, une remarque un petit peu technique, mais l'ordinateur vous permet de réaliser des opérations particulières, peu importe lesquelles, on s'en fiche un peu. Des opérations administratives, industrielles particulières. Dans les années 60-70, pour que l'ordinateur réalise ces opérations, il faut écrire un programme complexe, ardu, très cabalistique,
Moi, je me souviens d'un programme qui s'appelait le Fortran 4 à l'époque. Moi, j'ai appris à programmer en Fortran 4 pour dialoguer avec les programmeurs de la Chambre de commerce de Calais. Bon. Et je vais vous dire, ce Fortran 4, c'était des bouquins de pas possible. Bon, c'était un truc rébarbatif. Pourquoi cela? Parce que les tout premiers ordinateurs, ce sont des machines avec des automatismes bruts de décoffrage, et entre ce qu'était l'ordinateur et les opérations que nous voulions lui faire faire, eh bien, entre les deux, il fallait imaginer des langages qui fassent le pont, qui fassent la transition. À l'époque, ces langages, c'était un langage, on va dire, c'était une couche par rapport à l'ordinateur, une couche de logiciel entre l'ordinateur et la tâche. Aujourd'hui, on en est bien loin. Aujourd'hui, un ordinateur que nous connaissons, ou un iPhone, un portable, un téléphone portable, vous avez des dizaines et des dizaines de couches de langage qui s'interposent. Vous savez que le langage de départ des ordinateurs d'aujourd'hui, c'est toujours le même que celui d'il y a 50 ans. C'est le MS-DOS. C'est le MS-DOS. Ce truc-là, peut-être ça vous dit quelque chose. On le voit écrit. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un langage? C'est un langage. C'est le même que... On en est toujours. C'est le langage des ordinateurs. C'est toujours le MS-DOS. Sauf que, il y a 75 ans, dans les années 70, non, 50 ans, dans les années 70, vous aviez une ou deux couches de langage qui s'ajoutaient au MS-DOS pour le rendre vivable, pour le rendre à peu près correct, fréquentable, pour compréhensible. Bon. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de couches de langage différentes qui s'ajoutent au MS-DOS pour faire en sorte que maintenant, avec votre téléphone, pof, 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 tout est automatisé et fluide. Tout est fluide. Bon. Mais derrière tous ces gestes que nous faisons, il y a des couches de langage. Là, quand je fais toc, 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 c'est une couche de langage dédiée geste. Pas connu. Le concept clé de la cybernétique, c'est quoi? C'est le phénomène de rétroaction. C'est-à-dire que quand un processus atteint un niveau au-dessus duquel on ne veut pas qu'il aille, eh bien, un système cybernétique prévoit une clé, prévoit un clic et prévoit une rétroaction. Si on ne veut pas qu'une température aille au-delà de 30 degrés, un système cybernétique va prévoir un arrêt, un système qui fait arrêter le chauffage pour que ça n'aille pas au-delà de 30. C'est ça un mécanisme cybernétique. Il ne peut pas déraper. S'il n'y avait pas ce système de clic, il pourrait déraper et le système n'arrêterait pas de chauffer jusqu'à atteindre des températures. C'est un système intelligent. C'est une toute première forme d'intelligence. C'est on ne va pas dire intelligence, mais c'est une toute première forme de réaction en fonction d'une commande humaine. Voilà, disons les choses comme ça. Ne prononçons pas encore le mot intelligence. Oui, mais dans un système comme celui-là, quand on y réfléchit bien, les seuls qui
puisse encore déraper, à part les êtres humains, les machines ne pourront plus déraper. Il n'y a que les êtres humains qui peuvent encore déraper. Bien sûr qu'il y ait les êtres humains, eux peuvent encore. Donc, dans ce système-là, on va dire par la production, ceux qui risquent de poser des problèmes, c'est les êtres humains. Bien sûr. Je vais te contrarier. J'ai un neveu qui travaille à la base spatiale de Kourou. Il est ingénieur, il fait partie. Alors, quand il y a une fusée qui est lancée, ils sont 3. Donc, la fusée, par exemple, s'il y a un incident, ils ont tous les paramètres. L'intelligence artificielle, on les avertit, la fusée va dévier. Donc, l'avantage de Kourou, c'est que c'est la mer. Et en face, c'est l'Afrique. C'est assez loin. Et enfin, mon neveu m'a expliqué, j'étais l'année dernière, je me suis fait la visite du centre spatial. Tous les 3, ils sont là, ils ont tous les paramètres qui disent danger, danger. Et c'est eux, un dernier qui appuie sur le bouton, qui fait exploser ce requin, discuter. Un dernier recours, c'est l'être humain qui décide. Et ils m'ont dit aussi, même pour l'arme atomique, pour le président appuie sur le bouton, il y a un dernier ressort, ça va être les grands généraux de l'armée qui vont décider si, parce qu'ils n'ont pas une confiance absolue sur l'intelligence artificielle. Mais bon, après, certaines personnes, on va prendre un exemple concret. On travaille dans une usine de fabrication d'automobiles, automatisée, donc peut-être dans un futur plus ou moins proche, quasiment plus d'ouvriers. Alors, mais quand même, il en reste quelques-uns. Les ouvriers s'estiment lésés, veulent une augmentation de salaire, décident de faire grève. Mais après, eux, ont l'opportunité de se concerter, de dire nous stockons le travail. La machine, elle, ne peut pas décider de stocker le travail. Après, dans l'idée, le patron, au fur et à mesure du temps, va se dire mais au fur et à mesure, moi, j'ai intérêt à pousser le plus loin possible l'automatisation, pour justement ne plus avoir besoin de ces ouvriers qui pourraient un jour devenir grévistes, parce que eux, encore, ils ont, à la différence de la machine, encore une conscience, quand on se classe, encore autre chose, et encore une conscience de leur intérêt. Oui, bien sûr. Mais ça, ce que tu es en train d'évoquer, c'est la tendance irrépressible des capitalistes à remplacer le travail vivant par le travail mort. Tendance irrépressible. Mais qui rencontre une limite ou qui se heurte à une impasse, comme on voudra, laquelle, c'est que qu'est-ce qui crée de la valeur dans l'entreprise? Ce n'est jamais que le travail humain. Il n'y a que le travail humain qui crée de la valeur. La machine, elle ne crée pas de valeur. On a quelquefois l'impression qu'elle crée de la valeur, mais on a quelquefois l'impression qu'une machine-outil à commande numérique crée de la valeur. Non, c'est l'ensemble des programmes qui ont été mis dans la machine, non seulement les programmes, mais les mécanismes, etc., les concepteurs, etc. C'est tout ça qui aboutit à la performance de la machine-outil à commande numérique. Donc, la valeur créée, c'est bien une valeur humaine. Bon. Mais le capitaliste, lui, raisonne un petit peu différemment. Il voudrait contourner les grèves. Il voudrait allonger la journée de travail. Il voudrait intensifier les cadences, etc. Donc, il se dit quand même, des machines, c'est formidable par rapport à des ouvriers. Et donc, oui, tu es en train de décrire la tendance irrépressible à remplacer le travail vivant fait par des ouvriers ou des employés par du travail mort, c'est-à-dire des machines. Mais ça, c'est très exactement ce qui conduit à la baisse du taux de profit. Parce que plus la configuration productive fait appel à des machines
et moins elle fait appel à des êtres humains, et bien plus cette configuration, elle débouche sur un taux de profit faible. C'est ce que le capitalisme est en train d'observer et d'expérimenter à ses dépens depuis 60 ans maintenant. Depuis 60 ans, le taux de profit des entreprises est en berne. Il a un peu rebondi, par exemple, avec la cyber-révolution que nous sommes en train d'étudier. Il va peut-être rebondir aussi grâce à l'intelligence artificielle, quoique l'intelligence artificielle, ça coûte cher pour une entreprise, tout ça est à voir, mais il va peut-être rebondir, mais au bout du compte, il finit toujours par retomber, par redégringoler. Et donc, pourquoi? Parce que il n'y a plus assez de facteurs humains dans les configurations productives. Et les entreprises sont entraînées dans une spirale sans fin à la modernisation, automatisation, re-automatisation, maintenant l'intelligence artificielle, etc. Et on amortit maintenant un équipement en quoi? Maximum 5 ans. Maximum 5 ans. Oui, il y a autre chose aussi, parce que quand on y repense, en fait, qu'est-ce qu'il se dit? Tout simplement, est-ce qu'il vaut mieux payer un salarié, avec tout ce que cela englobe, ou payer une machine, d'accord, voir ça sur le long terme, ça va coûter plus cher sûrement, mais après, sur le long terme, le capitaliste sera toujours plus gagnant. Au niveau entre payer un salarié ou payer une machine, à un moment donné, payer une machine, ça revient moins cher. Je vais donner quelques exemples concrets. Dans d'autres pays, ça existe encore, mais en France, ça n'existe plus. J'imagine que qu'à une époque, ça existait. Par exemple, dans les bus, vous vouliez acheter un ticket, il y avait une personne à qui vous deviez l'acheter. C'est-à-dire qu'après, au fur et à mesure du temps, vous l'achetez au chauffeur ou directement à la machine. Par exemple, regardez maintenant, là on parle aujourd'hui, vous ne pouvez même plus acheter un ticket au chauffeur. Maintenant, c'est soit la machine, en gros, soit vous vous débrouillez avec la machine, soit vous mettez son ticket et vous prenez la vente. Voilà. Ensuite, par exemple, des exemples concrets, le pompiste. Un pompiste, ça n'existe plus en France. En Non. Pays, ça existe encore. C'est vrai. Mais en France, un pompiste, ça n'existe plus. Pour mettre son essence, et soit vous savez, bon, c'est pas très compliqué, mais soit vous savez le faire, soit vous savez payer par carte au distributeur, soit vous débrouillez, soit il n'y a personne, parce que par exemple en Italie, il n'y a même pas de pompiste, il n'y a même pas de personne à la station-service, il n'y a personne. Ça fait que soit vous avez une carte bancaire, soit vous restez sans essence. Tout ça pour dire que le progrès, comme on l'avait déjà dit à une époque, le progrès quelque part supprime des emplois. Certains estiment que ce sont des emplois qui sont voués à disparaître. Mais bon, ils sont voués à disparaître, mais à un moment donné, ces personnes-là, on en fait quoi? Bien sûr. Nécessairement au chômage. Bien sûr. Il y a la contradiction. D'abord, ça posait pour les Uber de Londres et dans d'autres pays, c'est que c'est bien beau de produire, mais s'il n'y a personne qui achète, c'est rentable dans l'immédiat, mais si il y a de moins en moins de salariés dans la production, ils consomment moins, et ça pose, ça c'est contradiction du système capitaliste. Et on le voit aujourd'hui. Par exemple, sur l'IA, j'ai vu dans Challenge, où il y a quand même le capitalisme commence à s'interroger que ça devient très cher. Ça revient cher. Et c'est pas toujours rentable comme il le souhaiterait. Non. Hein, voilà. Mais l'autre, j'ai oublié, ça me reviendra. Plus cher, ça dépend des domaines, l'addiction. Ah ouais, pour les Uber, qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout là que Londres. Et puis je crois qu'il y a quelques villes aux États-Unis. Ils sont aperçus que ces salariés qui étaient auto-entrepreneurs, ils livraient et ils gagnaient moins que le SMIC. C'est le cas aussi en France. Le problème, ils se sont aperçus que dans le monde, les gens consommaient moins parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir d'achat assez. Et ils les ont, je crois que c'est à Londres,
ils ont obligé ces sociétés Uber à salarier Au lieu de faire auto-entrepreneur. voilà, et du coup, payer les cotisations qu'il faut, un salaire qui corresponde à l'échelle des salaires dans le pays, pour qu'ils consomment plus, parce qu'à un moment donné, c'est la précarisation de la société, le capitalisme, c'est la catastrophe là-dessus. C'est pour ça que je reviens sur la remarque que tu faisais, Stéphane. Le remplacement compulsif de la main-d'œuvre de l'être humain par des machines finit par se heurter à une impasse parce que les personnes que le système n'emploie plus, ce sont des personnes qui ont donc un pouvoir d'achat réduit à néant ou à peu de choses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les choses au niveau de la société dans son ensemble, globalement, macroéconomiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des entreprises finissent par se heurter collectivement à un mur. C'est celui du manque de pouvoir d'achat. Mais à contrario, il y a de plus en plus de gens qui sont riches. Bien sûr. Mais et qui entretiennent la consommation, on est bien d'accord, mais qui ne suffisent pas. Alors, le clivage de la société est devenu absolument énorme de nos jours. Absolument énorme. Bon. Mais tout de même, ça ne suffit pas, parce que là, on parle on parle même pas de 10% contre 90%, hein, le clivage de la société. Le clivage qui signale les super riches, c'est 1%. Et encore, il y a des économistes qui disent que on peut dans ce 1% encore distinguer les 10% les plus riches de ce 1%, les 0,1%. Bon. C'est quelque chose de sans fin, bien entendu. Mais aujourd'hui, je crois que les 1% les plus riches possèdent autant que 50% de la population. Je crois qu'il y a 1% possède autant que 50%. Bon. Donc, tout ça, ce sont des chiffres qu'on trouve sur Internet. Hein. Donc, il y a ce mur du pouvoir d'achat qui fait que les entreprises n'arrivent plus à placer leur production. Et donc, c'est ce qu'on appelle les crises de sous-consommation. On le voit bien, Auchan ferme, Casino va fermer, c'est de la nourriture, tu vois. Oui. Même sur ce plan-là, les oui. gens passent d'argent pour Aldi, etc. Donc, il y a une crise de sous-consommation. En face de cette crise de sous-consommation, là, c'est du point de vue de notre point de vue. Je veux dire, c'est notre point de vue, la crise de sous-consommation. Il y a celui du capitaliste. Lui, c'est quoi son vécu à lui? C'est pas la sous-consommation, c'est la surproduction. Il se dit, mince, j'ai trop produit. Il n'y a pas assez d'acheteurs. Par rapport à ce qu'il y a comme acheteur. Donc, il y a une dialectique entre surproduction et sous-consommation. Il y a une dialectique qui se fait, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le système tel qu'il est construit, il va tout droit dans la surproduction. Il ne sait pas aller ailleurs que vers la surproduction. Il faut donner un visage apocalyptique à ce que vous dites, et pendant ce temps-là, les machines, elles produisent, elles sont... Voilà, c'est ça. Et le système ne sait pas aller ailleurs. Pourquoi? Parce que
Je disais tout à l'heure, la durée d'amortissement des investissements aujourd'hui, elle s'est sérieusement raccourcie. Je disais 5 ans, je ne suis même pas sûr que ce soit tout à fait 5 ans, mais souvent, une entreprise, elle conserve un équipement moins de 5 ans, 4 ans, 3 ans, etc. Et elle le remplace aussi sec, parce que la concurrence fait que il y a une surenchère permanente dans le remplacement des machines. Et quelque chose que tu n'as pas précisé, c'est que dans le cas d'une surproduction, le capitaliste ne s'arrête pas juste à arrêter de produire un temps pour essayer d'écouler sa marchandise, mais il y a aussi le moment où il décide de détruire sa marchandise en surproduction. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation. La théorie que nous sommes en train de commenter, elle a un nom, c'est suraccumulation, dévalorisation du capital. Donc il y a un moment de suraccumulation qui débouche inexorablement sur un moment de dévalorisation, et cette dévalorisation, elle peut prendre la forme soit de la destruction pure et simple du capital, fermeture d'entreprise, on laisse une jachère, etc., derrière soi, avec les équipements qui restent comme ça, on n'y touche plus. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les usines sidérurgiques sont restées plusieurs dizaines d'années comme ça, sans qu'on y touche, des cadavres, des cimetières d'usines. Il y a l'appareil, mais il n'y a plus les hommes. Ça, c'est une première forme. Mais il y a une autre forme, ça peut être le rachat à vil prix. Tapi s'était spécialisé là-dedans, le rachat à vil prix. Ou bien, une autre forme plus inattendue, c'est la nationalisation. Parce que quand vous nationalisez, ça, ce sont les Britanniques qui sont spécialistes de ça. Ils viennent de renationaliser les transports ferroviaires. Là, il y a un an. C'était catastrophique. Un an ou deux. Les voies n'étaient pas entretenues. Voilà. En plus, bon, pourquoi c'est une dévalorisation? Parce que dès qu'une activité bascule dans le service public, elle ne va plus réclamer un taux de profit de 15-20%. Elle va se contenter très raisonnablement d'entretenir l'outil de travail, de le perfectionner, etc. Mais avec 7, 8, 9, 10%, ça va le faire. Donc, ça, c'est donc de la dévalorisation. On passe de 15 à 10. Marx qui a parlé à un moment donné de la suraccumulation, même à la dévalorisation du capital. C'est ça. Parce que quand même, il y a un problème, mais on va aller à une explosion économique. Quand on voit le nombre d'entreprises, on parlait de l'IA, Gemini supprime des dizaines de milliers d'emplois. C'est lié aussi que l'intelligence artificielle, elle n'est pas aussi rentable que cela, elle est utile. Après, on voit, il y a au nom de l'environnement, on a imposé des voitures électriques, etc. Il n'y a plus personne qui les achète en France plus cher. Du coup, les fabricants, ils licencient, ferment les trucs, et puis là, on commence à négocier avec les Chinois, ils ont fait des voitures moins de 20 000 euros qui sont performantes et tout. Donc il y a tout ça, il y a un mouvement. Et là, vous regardez, moi j'ai vu là ces derniers jours avec l'attitude de Trump, la monnaie BRICS, elle est devenue son encre trébuchante. Bien sûr. Il y a plein, je ne sais plus, c'est un nom dans le commerce. 40% du pétrole, avant c'était 100%, c'était en dollars. 40% c'est en dehors du dollar. En dehors du dollar. Donc là, les États-Unis, ils vont être bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais il y a tout qui se passe d'une manière. Mais même, moi je vois ce téléphone, Samsung, c'est quoi? C'est Corée du Sud. Oui. Et quand j'ai ouvert la boîte, fabriqué en Inde. Donc ils
délocalisent Bien eux sûr. aussi, et Bien à un sûr. moment donné, ça va leur coûter, parce que... Bien sûr. Donc il y a ces contradictions qui deviennent vraiment surprenantes. Vraiment Par important. rapport à tout ce que tu as dit, moi j'ai toujours appris en tant que syndicaliste que le développement des sciences et des techniques, ça allait favoriser la vie et le travail. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les sciences et les techniques, c'est tout le contraire. Il y a la précarisation des sociétés, de plus en plus de gens vivent difficilement. Là, il y a tout un débat sur la baisse de natalité, des interviews qu'on fait, mais pourquoi avoir des enfants, quel avenir on va leur donner, il y a tout ça. Donc, cette société, elle est en crise. Bien sûr. J'ajoute une remarque pour terminer vraiment la discussion là-dessus, c'est que il y a quand même des entreprises qui font des bénéfices, ce sont les entreprises financières. Et les bénéfices des multinationales sont assurés à 40% par des bénéfices financiers, des surplus financiers. Donc il y a quand même de l'argent qui circule, mais il n'est pas lié à l'économie réelle, il est lié à la spéculation. Il y a un exemple qui est frappant. J'ai vu une émission qui a expliqué que le revenu d'Amazon.com par an ne revient pas du tout de la vente d'objets du fonds et la distribution, mais ils vendent des données. Et des données très intéressantes pour tout le monde qui veut vendre quelque chose. Ils encaissent des milliards parce que chaque information vaut quelques centimes, mais rajouté au nombre des personnes qu'ils traitent, ce sont leurs revenus. Ils ne cherchent pas à être efficaces ou rémunérateurs par rapport à leur vrai travail, le travail qu'on voit. Alors, camion qui passe d'un endroit à l'autre, des papiers qui sont je vais aborder cette question. Je vais aborder cette question lors d'une prochaine conférence. Deux conférences qui ont comme titre le capitalisme de surveillance. Alors, quelques mots. Les GAFAM, Google, les GAFAM que j'ai cités tout à l'heure, spécialement Google, Amazon, Facebook, ont une grande spécialité, c'est que à travers leurs plateformes qui sont inondées de pubs, ils font d'énormes profits avec la pub qu'ils font, qu'ils vendent à tout le monde, Bon. Ce qu'ils vendent, c'est quoi ce qu'ils vendent? Ce ne sont pas, comme on pourrait le croire, des espaces publicitaires. Ils vendent du surplus comportemental. Alors, je vais expliquer ça le moment venu, mais tous ceux d'entre nous qui utilisent les produits de Google, par exemple, nous ne parlons que de Google. Nous utilisons la messagerie électronique, le moteur de recherche et éventuellement le cloud de Google, Google Drive, si vous connaissez. Bon. Mais des produits Google, il y en a des dizaines. Le GPS, par exemple. Mais le GPS, Google Maps. Bon. Bref, tous ceux d'entre nous qui utilisons des produits Google, nous indiquons à Google que nous sommes habitués d'aller à tel endroit assez régulièrement, qu'on y reste un certain temps et que pendant qu'on y est, on bagnode, etc. On peut faire des achats, etc. Bon. Dans notre messagerie électronique, c'est pareil. Nous indiquons à Google que nous avons tel et tel contact, que ces contacts ont plutôt tendance à nous envoyer des messages de telle ou telle nature, etc. Bon. Tout ça, ce sont des données comportementales qui valent de l'or. Et Google
avec ça, détermine des profils de consommateurs, et peut vendre des publicités, mais en disant, ce qu'il vend, c'est une garantie de clic. On ne vend pas un espace publicitaire. Nous, on a la notion d'espace publicitaire. C'est fini, ça. Google, il vend une garantie de je ne sais combien de millions de clics pour telle publicité. Et elle va atteindre des profils de consommateurs qui sont définis. Des millions de clics pour... Et en même temps, en faisant ça, il renforce, comment dire, les penchants d'une partie des consommateurs qui sont, et donc ils sont en train de créer des consommateurs différents. Bien sûr. Je veux raconter une c'est anecdote. hallucinant, Oui, bien sûr. Moi, je fais des devis pour les artisans. Quand je fais un devis pour une piscine, pendant un mois et plus, j'ai plein, parce que l'intelligence artificielle ne détermine pas que c'est moi qui propose le devis, mais je reçois plein de sociétés qui me disent on fait des piscines, on va vous envoyer un devis, etc. Bon, ils ne savent pas que je suis un lanceur. Après, vous cliquez sur un truc par curiosité. Après, vous n'arrêtez pas d'avoir de la pub. Sûr. Donc, c'est une atteinte à la vie privée. Parce que vous cliquez sur un truc sur un problème de santé, du coup, ils savent. On ne se rend pas compte à quel point on est fliqué. Il ne faut pas y penser. Moi, j'ai une question. C'est une question de fin. Quand on y repense, au fur et à mesure des années, on va pas dire des siècles, du point de vue des travailleurs. C'est-à-dire, on passe par exemple, du travail de cueillette, par exemple, à un travail assez basique, assez simple, hein, de porter, pour ordre bien sûr de quelqu'un. Vous êtes payé pour cueillir, vous êtes payé pour porter, vous êtes payé pour construire quelque chose. Le travail est basique à ce moment-là. À un moment donné, au fur et à mesure du temps, vous vous retrouvez en usine, on vous demande d'assembler quelque chose, d'assembler sur une chaîne de production. Au fur et à mesure des années, le temps passe, on vous demande d'être spécialisé dans votre métier, n'importe quel. C'est-à-dire d'acquérir, vous n'êtes plus dans un cadre où on vous demande de faire un travail assez schématique et assez classique, mais quand même de réfléchir à peut-être améliorer votre travail et au fur et à mesure se perfectionner dans ce travail-là. On arrive un peu au fur et à mesure des années à ce que nous vivons maintenant, c'est-à-dire qu'il faut s'y connaître en informatique, il faut savoir son travail, bien sûr, il faut être spécialisé dans son travail, il faut savoir manier les nouvelles technologies. Et à un moment donné, pour les personnes qui n'arrivent pas à suivre, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et surtout, est-ce que nous ne risquons pas de dévier du matérialisme historique avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, puisque à un moment donné, quand nous n'aurons plus besoin des humains, qu'est-ce qui se passe? La réalité, elle est contrastée. Il y a une partie de la réalité que tu viens de décrire où les gens, leurs postes de travail sont réduits à des choses de plus en plus simples, de plus en plus basiques. Et il y a aussi une autre partie de la réalité qui concerne des gens complètement différents, les ingénieurs, les chercheurs, etc., les enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, qui, eux, se coltinent des tâches hyper complexes, de plus en plus complexes, notamment ceux qui, là, avec l'intelligence artificielle, hein, derrière ça, il y a des gens qui sont mouse costauds, hein, derrière l'intelligence artificielle. Donc
c'est contrasté. Mais l'attracteur du système, c'est bien ce que tu as décrit. Par exemple, on prend les machines-outils à commande numérique. Belle invention, belle invention. Peut-être que vous en avez tous vu. Oui, mais moi j'ai vu des machines-outils à commande numérique qui détruisaient les qualifications des ouvriers. Par exemple, j'ai vu des entreprises qui achetaient des MOCN, machines-outils à commande numérique. Ils en achetaient 4 dans la mécanique. Une pour l'ajustage, une pour le tournage, une pour le fraisage, une pour l'ajustage. Là, on est dans une perversion. Là, Jean-Pierre qui a connu ces métiers-là, on est dans une perversion. Parce que on réduit la machine-outil à commande numérique à une catégorie de tâches, tournage. Les opérateurs qui sont devant cette machine, eux, ils sont réduits à moins que rien. La machine d'à côté, la MOCN d'à côté, c'est que le fraisage, et la troisième, c'est que l'ajustage. Ça, c'est de la perversion. On a une expression pour ça. C'est la taylorisation assistée par ordinateur. Vous vous rendez compte? Le système, il a à sa disposition des ressources productives qui permettraient de développer les qualifications, et bien lui, il fait l'inverse. Il les rabougrit en faisant une spécialisation des machines-outils. Seulement cette machine-là, elle produit beaucoup plus tôt cher une heure que l'ouvrier. Il y a des chances. Hein, il y a des chances que s'il fait comme ça, c'est qu'il y trouve son intérêt, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, les tendances, elles sont contrastées, elles sont contradictoires. Évidemment, en ce moment, avec l'intelligence artificielle, il y a une forte demande. Je sais que, par exemple, j'ai vu que Facebook recrute des gens qui ont des profils de dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur propose, je crois, 50 000 ou 100 000 dollars non, par mois, je ne sais pas. Mais avant toute chose, 50 000 dollars que tu viens chez moi, je te file. Avant même de travailler, je te file 50 000 dollars. L'APA, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Je ne suis peut-être pas dans les bons chiffres. Bon. Mais voilà. Mais si vous savez, le nombre de scientifiques américains qui veulent s'installer dans d'autres pays, notamment en France, il paraît que sur Marseille et Aix, il y a plein de demandes de visa et tout, pour travailler dans les centres de recherche. Alors ça, c'est le phénomène Trump. Phénomène Trump. Alors, il y a tout ce qu'on dit, je pense, sur la production, parce que la rentabilité financière, c'est brasse du vent pour de l'argent, on est là aussi. Mais ce qui se passe, et c'est là qu'on voit qu'il y a des conflits, c'est que pour fabriquer les voitures, pour fabriquer les objets, il faut la matière première. Et là, elle s'est réduite. Il n'y a que quelques pays qui peuvent en fournir. C'est pour ce que la preuve même de cette bataille, et d'autres, alors les Chinois, ils ont été plus malins parce que 80% des terres rares, ils se les ont accaparées. Donc, et heureusement pour eux que ce soit une grande force militaire aujourd'hui, les États-Unis, on se rapproche à plier. Même pour l'acier, vous avez vu,
il y a plein de problèmes, et Trump, il vise pour acquérir les matières premières, comme le pétrole. Parce que le pétrole, c'est pas seulement l'essence et le gasoil. C'est ça, c'est tous ces plastiques, tout ça, c'est avec le pétrole. Ouais. Il y a énormément d'objets, ce qu'on appelle, il y a des usines à l'étang de mer, sur pétrochimie. Oui, oui. Et on aura toujours besoin de pétrole pour l'instant, à part on retourne faire certains objets en bois, mais bon, c'est pas suffisant, c'est pas assez rentable. Oui, bien sûr. Alors, on va s'arrêter là, puisque vous avez vu l'heure. Je vous... Ah, il y a du foot. Je vous indique que la fois prochaine, c'est le 4 février. Combien 4 février. C'est mercredi prochain. Mercredi prochain. Ce sera une conférence intitulée Tectonique des puissances. Et le 4 février, c'est Robert Charvin qui va nous proposer un vaste panorama des relations internationales depuis le 4. Le 4. Mercredi prochain. Mercredi prochain. Donc un panorama des relations internationales, on va dire, depuis que Trump est revenu au pouvoir. En gros. Voilà, en plus, la tectonique, elle revient à la mode. Voilà, bon match.